Il existe quelque part, dissimulée dans la quiétude d'une banlieue américaine, une maison dont la réputation a traversé les océans. Une maison si tristement célèbre qu'on la surnomme sans détour la maison du diable. Ces murs ont été les témoins d'événements sanglants, de tragédies si profondes qu'elles ont obligé une famille entière à fuir les lieux dans la terreur. Bienvenue dans l'histoire de la maison hantée d'Amityville. Amityville, cette petite ville américaine nichée à 1 heure seulement de New York, possède des rues paisibles et des maisons coquettes. Mais parmi elles, se dresse cette demeure bien particulière, un écrin qui abritait une famille ordinaire, les deux Féaux. Dans cette maison vivait un couple et leurs 5 enfants, menant une existence que beaucoup qualifieraient de simple et sans histoire. Le père, homme d'affaires respectable, gérait avec succès un concessionnaire automobile local. Rien, absolument rien ne laissait présager le drame qui allait s'y jouer, car les deux Féaux étaient perçus comme une famille sans histoire, vivant dans le confort tranquille d'une Amérique ordinaire. Mais tout bascule dans la nuit du 13 novembre 1974. Ce soir-là, un drame d'une horreur indicible va plonger la maison d'Amityville dans l'ombre. Au petit matin, un spectacle macabre s'impose au regard. Les parents de Féaux et 4 de leurs enfants ont été retrouvés sans vie, assassinés dans leur sommeil. Leurs corps figés dans la quiétude tragique de leurs derniers instants gisent encore dans leur lit. C'est le 14 novembre, le lendemain du carnage, que le fils aîné, Ronald Féaux, alors âgé de 23 ans, fait cette découverte glaçante. Apeuré, il compose immédiatement le numéro de la police. Dans un premier temps, la police redoute l'existence d'un tueur déterminé à exterminer la famille entière. Pour leur protection, les forces de l'ordre prennent la décision de placer Ronald, l'unique survivant, à l'abri. C'est à ce moment-là, dans ce refuge provisoire, qu'ils vont commencer à l'interroger. Un détail intrigue rapidement. Ronald vivait dans cette maison. Alors pourquoi n'était-il pas présent le soir du drame ? La réponse, glaçante dans sa banalité, tombe. Ce soir-là, Ronald, agité par l'insomnie, avait décidé de sortir faire une balade en voiture. Au lever du soleil, plutôt que de rentrer chez lui, il avait pris la direction de son lieu de travail, laissant derrière lui les murs du drame. Ce n'est que plus tard, après sa journée de travail, que Ronald est rentré chez lui pour découvrir l'impensable, le massacre de sa propre famille. Alors que l'horreur de cette nuit du 13 novembre 1974 se répand dans la petite ville d'Amityville, la police entame une enquête méticuleuse pour identifier le ou les auteurs de cette tuerie familiale. Les enquêteurs se rendent de maison en maison, interrogeant le voisinage, dans l'espoir de trouver un témoin, un indice, une explication. Mais à leur grande surprise, personne n'a rien vu, rien entendu cette nuit-là. Un silence aussi épais qu'inquiétant plane sur le quartier. Pourtant, peu à peu, les langues se délient. Certains voisins commencent à dépeindre une image bien moins lisse de Ronald Féaux Jr. que celle d'une famille sans histoire. Derrière les apparences, Ronald était décrit comme un jeune homme turbulent, souvent en conflit avec son père, parfois jusqu'à en venir aux mains. Mais malgré cette relation houleuse, il était profondément attaché à sa mère et à ses frères et sœurs. Ronald avait la réputation d'être un adolescent à problème. On le disait violent, enclin à la drogue, au pari et aux bagarres. Un jeune homme à la dérive, dont le comportement semblait être une spirale autodestructrice. Quand on le connaissait, ou qu'on connaissait le contexte, on pouvait se dire qu'il n'était peut-être pas incapable d'un geste aussi terrible. Et puis, un fait troublant subsistait. Il était le seul survivant. Les jours passent, et la police n'a aucune autre piste. Ronald devient le seul suspect, et les interrogatoires s'intensifient, jusqu'au moment où, contre toute attente, il craque. Ronald avoue, c'est lui qui a tué toute sa famille, et il décrit avec précision chaque instant de cette nuit d'horreur. Contrairement à ce qu'il avait d'abord laissé croire, Ronald était bel et bien chez lui. Il s'était couché comme d'habitude, mais s'était réveillé vers 3h15 du matin, sans raison apparente. Pris d'une impulsion funeste, il avait alors saisi son fusil Marlin calibre 35.
méthodiquement, avait tiré sur chaque membre de sa famille, un par un, avant de se préparer pour aller au travail, comme si de rien n'était. La police est abasourdie. Ses aveux laissent pourtant planer de nombreuses zones d'ombre. Comment Ronald a-t-il pu tirer 9 coups de feu avec une arme d'une telle puissance, sans que personne n'entende rien? Lors des reconstitutions, les détonations d'un seul tir s'entendaient jusqu'à 5 pâtés de maison. Et il y a plus troublant encore. Tous les corps ont été retrouvés dans leur lit, comme endormis. Pourquoi n'avaient-ils pas bougé? Pourquoi n'avaient-ils pas tenté de fuir ou même de se défendre? Certains enquêteurs avancent l'hypothèse que Ronald aurait pu déplacer les corps pour les remettre dans leur lit. Mais les rapports d'autopsie sont formels. Les corps étaient à l'endroit même où ils ont été tués. Et aucune trace de somnifère n'a été décelée dans leur organisme. Alors, l'idée germe. Et si Ronald n'avait pas agi seul? Se pourrait-il qu'un complice, resté dans l'ombre, ait tenu les victimes en joue pendant que Ronald exécutait son funeste plan? Cette question glaçante reste sans réponse, car au même moment se prépare le procès de Ronald DeFeo Jr., qui va bientôt révéler de nouveaux rebondissements. C'est à ce moment-là qu'un avocat est désigné pour défendre Ronald DeFeo Jr. Une tâche lourde, car l'homme qui se tient devant lui n'est pas seulement un suspect, mais celui qui a avoué l'impensable. Alors l'avocat va chercher à comprendre. Il l'interroge, creuse dans les méandres du récit, tentant de percer ce qui, dans cet acte, pourrait échapper à l'entendement. Et c'est là que l'histoire bascule dans le cauchemar. Ronald raconte. Il confie à son avocat que cette nuit-là, à 3h15 du matin, alors qu'il était encore dans son lit, une femme aux mains noires serait apparue devant lui. Une silhouette obscure, spectrale, venue s'approcher lentement. Cette mystérieuse femme qui lui aurait tendu un fusil, lui murmurant de tuer sa famille. L'avocat, sidéré par ces révélations, ne peut se résoudre à les ignorer. Il fait alors appel à un psychiatre, espérant y voir plus clair dans l'état mental de Ronald. Le spécialiste livre alors son diagnostic. Ronald DeFeo a agi dans un état de conscience altéré, incapable de comprendre que ce qu'il faisait était mal. L'avocat plaide donc la folie devant le tribunal. Mais la justice, inflexible, refuse d'entendre cet argument. Ronald DeFeo est déclaré coupable de tous les meurtres et condamné à la prison à perpétuité. Mais pour Ronald, l'histoire ne s'arrête pas là. Il ne cesse de clamer haut et fort que ce qu'il s'est passé cette nuit-là n'était pas de son fait. Dans chaque interview, chaque déclaration, il répète inlassablement qu'il était possédé par un démon. Que c'est ce démon, affirme-t-il, qui l'a poussé à tuer. En prison, ses déclarations deviennent de plus en plus étranges. Ronald parle d'un diable qui l'a forcé à commettre ses actes. Si ces événements vous ont déjà glacé le sang, sachez qu'ils n'étaient que le prélude d'une histoire encore plus dérangeante. À la suite du massacre, la maison des DeFeo, désormais vide, est laissée à l'abandon. Aucun acheteur ne se présente. Qui pourrait vouloir habiter un lieu aussi chargé d'horreur? Le silence y règne des mois durant, jusqu'au jour où la maison est finalement mise en vente par la ville. Son prix, considérablement réduit, attire une famille en quête d'un nouveau départ. C'est ainsi que les Lutz, un couple accompagné de leurs 3 enfants, décident de s'y installer. Ils le font en pleine connaissance de l'histoire des lieux, sans la moindre hésitation. Mais dès leur arrivée, la maison semble résister. Le jour même, leur chien, visiblement agité, tente de franchir une clôture alors qu'il était encore attaché à sa chaîne. Il se retrouve alors suspendu. La famille, affolée, court à son secours et parvient à le sauver in extremis. Troublé par cet incident, George Lutz, le père, suit les conseils d'un ami et fait venir un pasteur pour bénir la maison et apaiser les craintes. Pourtant, dès qu'il franchit le seuil, le prêtre ressent une présence inquiétante. Dans une des chambres, des voix mystérieuses se font entendre, lui intimant de quitter les lieux. Soudain, il reçoit une gifle invisible. Choqué, il met en garde les Lutz, leur conseillant d'être extrêmement prudents, en particulier dans cette chambre à l'étage. Mais rien ne semble apaiser les phénomènes. George Lutz est bientôt la proie de sensations étranges. Chaque nuit, à 3h15 du matin, il est réveillé, pris d'un malaise et assailli par des bruits inexpliqués. Et George n'est pas le seul à vivre ces tourments.
Cathy, sa femme, rapporte avoir été enlacée par une présence féminine invisible. Peu après, des plaques rouges apparaissent sur sa peau, sans raison apparente. Un matin, en se regardant dans le miroir, elle se découvre vieillie, comme si un reflet funeste lui annonçait une mort prochaine. Chaque nuit, dans la maison d'Amityville, l'inquiétude laissait place à la terreur. Des événements inexplicables surgissaient dans l'obscurité, comme si les murs eux-mêmes s'animaient. Mais cela ne s'arrête pas là. Depuis leur arrivée, la maison semblait prise d'assaut par d'innombrables nuées de mouches, comme si une force invisible les attirait. Ces essaims se concentraient particulièrement dans la pièce où le pasteur, peu de temps auparavant, avait ressenti une présence étrangère. Ces mouches apparaissaient de façon inexplicable, surtout la nuit. Peu importe combien de fois les Lutz les éliminaient, elles revenaient inlassablement. Certes, dans cette région du pays, les mouches peuvent constituer une nuisance habituelle au printemps. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas 2 ou 3 mouches, ni une dizaine. C'étaient des centaines, en plein hiver. Mais ce qui inquiétait le plus la famille, c'était ce que vivait leur fille Missy. La petite fille racontait à ses parents qu'elle s'était fait un nouvel ami dans la maison. Cet ami s'appelait Jody. Il lui apparaissait sous la forme d'un cochon aux yeux rouges et lui parlait chaque jour. « Je suis content que tu habites ici et je vais rester à tes côtés pour toujours », lui soufflait-il. Au fil des jours, les Lutz s'étaient confrontés à un enchaînement de phénomènes encore plus troublants. Des cris résonnaient dans la nuit. Des pas se faisaient entendre dans la maison. Les enfants, eux-mêmes d'ordinaire insouciants, se mettaient à dire des choses étranges. La température intérieure semblait osciller brutalement. Des taches apparaissaient sur la moquette et la porcelaine des toilettes noircissait progressivement. Chaque détail, chaque phénomène semblait confirmer l'idée qu'il n'était pas seul. Jusqu'à cette nuit du 14 janvier 1975, où tout bascula. Pris de panique, épuisés par cette succession d'événements inexplicables, les Lutz décidèrent de fuir la maison en pleine nuit. Ils laissèrent derrière eux toutes leurs affaires, fuyant sans se retourner. Ils n'y reviendraient jamais. Au total, la famille Lutz n'aura vécu que 28 jours dans la maison d'Amityville. À peine les Lutz ont-ils fui la maison d'Amityville que le tumulte médiatique s'empare de l'affaire. George et Cathy Lutz rencontrent l'ancien avocat de Ronald DeFeo. Ensemble, ils échangent longuement sur les événements troublants vécus par la famille. L'avocat évoque alors une hypothèse glaçante. Selon lui, l'identité démoniaque qui hante la maison serait en train de manipuler les esprits pour se jouer des vivants. Soucieux de faire entendre leur vérité, George Lutz organise une conférence de presse. Il y expose avec force et émotion les phénomènes terrifiants qu'ils ont vécus. Les cris, les apparitions, les événements inexpliqués. Ce cri d'alarme attire immédiatement l'attention des médias et des chaînes de télévision. Des spécialistes du paranormal affluent, accompagnés de caméras et d'équipes de tournage, bien décidés à capter des preuves tangibles de l'existence d'une présence surnaturelle. Si ce que George Lutz raconte est vrai, s'ils parviennent à filmer un spectre ou un démon, l'histoire deviendra légendaire. Parmi les enquêteurs, un couple attire particulièrement l'attention. Ed et Lorraine Warren. Ces noms vous sont peut-être familiers, car ils sont les personnages centraux de la saga cinématographique Conjuring. Ces films, qui ont popularisé leur histoire, sont inspirés de leur véritable enquête. Dans Conjuring 2, la première scène montre même les Warren enquêtant dans la maison d'Amityville. Dès leur arrivée, Ed et Lorraine Warren sont formels. La maison est bel et bien hantée. Ed ressent la présence d'une entité tapie dans la cave, tandis que Lorraine perçoit que la maison est infestée de créatures non humaines. Les Warren reviendront à plusieurs reprises pour tenter d'élucider le mystère. Lors d'une de ces enquêtes, ils font venir un photographe. Ce dernier installe une caméra automatique dans un couloir, prenant des clichés à intervalles réguliers. Sur une série d'images capturées ce jour-là, l'une attire particulièrement l'attention. Sur la gauche, on distingue un petit garçon regardant directement l'objectif. Pourtant, ce jour-là, il n'y avait aucun enfant présent dans la maison avec les Warren. Intrigués, les enquêteurs montrent la photographie à la police locale. La ressemblance est frappante. Les policiers identifient immédiatement Mark DeFeo.
le jeune garçon assassiné dans cette maison par son frère Ronald DeFeo, 1 an auparavant. Après la diffusion de cette photo saisissante, l'affaire d'Amityville prend une tournure inattendue. Les Lutz deviennent les visages de l'horreur. Sollicités sur tous les plateaux télé, d'abord aux États-Unis puis dans le monde entier, la fascination pour cette maison, pour ses mystères et ses tragédies, dépasse les frontières. Tout le monde veut entendre leur récit, comprendre ce qui s'est réellement passé derrière ces murs. Pour raconter leur histoire, George Lutz décide d'engager un auteur qui rédige un livre baptisé The Amityville Horror. Cet ouvrage retraçant leur expérience dans les moindres détails devient rapidement un succès. Le public, captivé et troublé par le fait que ce récit soit présenté comme authentique, chacun se dit « Si cela peut arriver aux Lutz, cela pourrait arriver à n'importe qui. Après tout, qui est à l'abri d'une force démoniaque ?» La maison d'Amityville se transforme alors en phénomène mondial. Les curieux affluent des 4 coins de la planète pour apercevoir la fameuse bâtisse. Devant l'ampleur du succès, Hollywood rachète les droits du livre et en tire un film. Pas n'importe quel film, un film d'horreur, qui donnera naissance à d'innombrables suites et adaptations. L'histoire d'Amityville ne cesse de fasciner, au point que certains visiteurs vont jusqu'à arracher des morceaux de la clôture ou encore des fragments du jardin, espérant conserver un souvenir de la maison du diable. Lorsque le film sort et que les livres se multiplient, le quartier est pris d'assaut. Les médias affluent. Des foules se massent devant la maison. Ce ne sont pas des spectres, mais des touristes enragés qui envahissent les lieux. Des personnes venues d'Irlande, d'Angleterre et de toute l'Europe, sous la grêle ou dans la tempête, se tiennent la main pour observer la maison, comme on viendrait en pèlerinage. Sur Ocean Avenue, les pelouses des riverains se retrouvent piétinées par des dizaines de voitures et des bus transportant des badauds avides de sensations fortes. Certains visiteurs n'hésitent pas à s'en prendre à la maison elle-même, emportant des morceaux de bois, des planches arrachées et même des éclats de pelouse. La folie autour d'Amityville dure ainsi des mois. Une obsession, une hystérie collective qui semble ne jamais vouloir s'éteindre. Alors que l'histoire d'Amityville s'inscrit dans la légende, les sceptiques commencent à lever la voix, car pour beaucoup, cette affaire, aussi fascinante soit-elle, n'est qu'un vaste canular. Les langues se délient, les détails s'épluchent, et bientôt, des incohérences apparaissent. Plusieurs curieux se plongent dans les déclarations de George Lutz, comparant scrupuleusement ce qu'il a confié à la police avec ce qu'il raconte dans son livre. Très vite, ils constatent que des éléments ont été ajoutés, des détails romancés qui n'apparaissent pas dans ses premières déclarations. Des contradictions troublantes émergent, laissant planer le doute. Pour ceux qui doutent, un élément s'ajoute. George Lutz détenait les droits d'auteur sur son livre, ce qui signifie qu'à chaque exemplaire vendu, il encaissait des bénéfices. Pour les sceptiques, cela ne fait aucun doute. George Lutz avait un intérêt financier à embellir, voire à inventer cette histoire. Et il faut dire qu'il s'en fait de l'argent. Au total, entre les ventes de son livre et le rachat des droits pour l'adaptation cinématographique, George Lutz aurait empoché 410 000 $, une somme colossale à l'époque, qui, une fois ajustée à l'inflation, équivaudrait à environ 1,5 million $ aujourd'hui. C'est cette fortune qui alimente la conviction des sceptiques. George Lutz avait tout prévu dès le départ. Il savait qu'il allait écrire un livre avant même d'emménager dans la maison. Et il faut l'admettre, les arguments ne manquent pas. Car après le départ des Lutz, la maison est restée vide pendant un certain temps. Puis d'autres familles s'y sont installées. Et jamais personne n'a signalé le moindre phénomène paranormal. Pas une seule apparition, pas un seul bruit étrange, rien. Alors que les Lutz, eux, en avaient recensé plus de 150 en seulement 28 jours. Et pourtant, George et sa femme ont continué à défendre leur histoire, se rendant de plateau télé en plateau télé, jusqu'à la fin de leur vie. Tout ça, c'est vrai, jurait-il. Nous n'avons jamais menti. Aujourd'hui, la maison d'Amityville se dresse encore comme une silhouette familière et redoutée sur Ocean Avenue. Mais ses habitants, fatigués par le défilé incessant des curieux, ont pris les devants. Pour dissiper l'image macabre qui collait à leur demeure, ils l'ont repeinte dans des tons plus lumineux, espérant effacer cette étiquette de maison du diable. Autrefois, cette façade arborait ses célèbres fenêtres en forme d'yeux, conférant à la bâtisse un air menaçant. Désormais, ces ouvertures ont cédé la place à de simples fenêtres carrées, bien moins troublantes.
Et pour éloigner les regards insistants, un autre subterfuge a été mis en place. Sur Google Street View, la maison est floutée. Une mesure censée dissuader les visiteurs trop curieux, mais qui pourrait bien, à l'inverse, attiser encore plus les convoitises. Ce qui rend cette histoire fascinante, c'est cette frontière floue entre réalité et légende. Car si les meurtres perpétrés sur la famille DeFeo sont bel et bien réels, le mystère qui entoure ces événements demeure encore aujourd'hui inexplicable. Et même si George Lutz avait certes un intérêt financier à relater cette histoire, il n'était pas le seul à défendre cette version des faits. Et tous affirment que la maison était hantée par des créatures démoniaques. Et vous, désormais en possession de toutes les pièces du puzzle, où vous situez-vous? Pour vous, la maison d'Amityville est-elle vraiment hantée ?